Alors, question-réponse. On sait l'effet désastreux de certains antipsychotiques sur le métabolisme et la prise de poids. Oui. On essaye avec l'aripiprazole, mais franchement, ça ne marche pas pour contrôler efficacement les symptômes psychotiques dans une schizophrénie. Et puis ça Oui. marche pas non plus sur pour le fait d'éviter la prise de poids, d'ailleurs. Voilà, donc ça marche pas de ouf. Ni la cariprazine d'ailleurs. Les deux sont des agonistes partiels, donc ça se tient. Ouais. C'est pas que ça marche pas, hein, mais il y a des personnes sur lesquelles ça marchera pas. Et là, tu peux mettre 40 milligrammes d'aripiprazole, ça marchera pas. Donc on retourne, par exemple, vers l'olanzapine. Et Et là, on a là, on mal. aimerait savoir quoi choisir entre le topiramate ou la metformine pour essayer de gérer cette prise de poids, en dehors, bien sûr, d'une bonne hygiène de vie, il faut se laver les dents, machin. Moi, je dis aux patients, maintenant, que vous prenez des souris qui sont bien, quoi, et tu leur files de l'olanzapine, et les souris, il y en a un paquet qui deviennent obèses. Ah bah oui. Le labo olanzapine, donc c'est Lilly, a sorti une nouvelle version du médoc avec laquelle il y a dedans un coupe-faim. Le labo, quand il fait ça, c'est qu'il reconnaît que la faim est un problème avec l'olanzapine. Enfin, je veux dire, c'est pas. Moi, j'ai plein de gens. Ouais, mais c'est que je mange pas très bien. Mais attendez, C'est si quand t'as même pris plus 10 kilos facile de après, bien manger quand on n'a pas faim tout le temps. ouais, c'est plus facile, hein. Juste, Ouais. Alors, donc l'aripiprazole, c'est un agoniste partiel, donc ça marche pas mieux que la cariprazine en moyenne. Quand c'est un agoniste partiel, l'aripiprazole, je sais pas, il y a 22% d'activité dopaminergique de base dedans, donc tu peux augmenter la dose. S'il y a des gens, il leur faut un blocage total, sinon ça marche pas. Enfin, total, tu peux pas bloquer totalement, mais. Donc voilà, et du coup là, pour le poids, bah, c'est metformine en première intention, hein, de façon très claire. bah oui, parce Faut qu'il pas y a une réfléchir. histoire de balance bénéfice-risque là. Si vous, bah, il y a vraiment une différence de tolérance entre les deux pour le coup. Alors moi, je trouve pas. Je trouve que à 400 Oui, milligrammes, parce que toi, oui, il y a la dose, ouais, il y a la dose. mais il y a des gens à 200 milligrammes, ils tolèrent bien, et puis voilà, hein. Bah, ne serait-ce que, sans parler même de la tolérance, ne serait-ce que pour être tranquille avec la pharmacie, Oui, parce que là, en France, aller d'abord vers la plateforme. donc c'est metformine d'abord. Les effets secondaires de la metformine dans le Vidal sont extrêmement rassurants pour une molécule qui date de 1960. Et en plus, ce sont des effets secondaires qui sont testés sur des vieux diabétiques avec un état cardiovasculaire parfois tout pourri. Donc transitoirement, ça peut donner des problématiques gastro-intestinales. Mm. Dans la majorité des cas, ça passe. Il y a la carence de vitamine en B12 qui met en moyenne 5 ans à s'installer parce qu'il y a 5 ans de réserve chez les gens qui sont pas végétariens, etc., etc. Et puis après, le risque d'acidose lactique qui n'est que théorique dès qu'on a une clairance supérieure à 160 millilitres par mètre carré. Ouais. Moi, j'ai eu quelques diarrhées explosives Oui, il qui y a des permettaient diarrhées. pas Ouais, de c'est ça. continuer le traitement, mais ça, En de toute dehors de façon, ça se voit ça, avec le patient, ça hein, se voit, hein. Hop. ils arrêtent en Donc général. moi, olanzapine, je propose de la metformine Mm. en même temps. J'arrête les conneries. Mm. C'est inacceptable, hein. C'est pas cosmétique, hein, la prise de poids. Parce qu'en plus, même s'il y a des patients qui prennent pas de poids sous olanzapine, ça veut pas dire que les paramètres métaboliques vont pas être perturbés. Ah oui, alors là, en plus, là, tu vas plus loin. C'est Mm. au-delà du poids, au-delà de l'appétit. Est-ce que la metformine permet de Oui, diminuer oui, l'agression oui, métabolique de nos médicaments? Oui, oui, bah oui, clairement, oui, clairement. clairement. Donc moi, ça tiendra qu'à moi, je filerai un procès à tous ces gens qui prennent de l'olanzapine sans avoir essayé de la metformine, qui ont pris 20 kilos. Moi, je mets pas Je- systématiquement la metformine avec, je leur en parle en leur disant, on va voir en fonction de comment ça se passe. Par contre, je contrôle bien la prise de poids puis les paramètres biologiques. Bah, olanzapine, clozapine, moi, je Mais propose. après, l'olanzapine, oui, Olanzapine, c'est vrai que c'est particulier. quand même, c'est un truc de dingue. Les gens se rendent, enfin, c'est un truc en 3 mois après que ce soit arrivé sur le marché, les psychiatres se sont rendus compte que ça, c'est prendre un poids de dingue. Oui. En 3 mois, faut être fort. C'est quand même costaud. Oui. Donc moi, j'en parle, c'est évidence-based, il y a plein d'études, on va pas en parler. Mais c'est pas quelque chose qui peut être laissé au médecin traitant, si tu veux. C'est pas son boulot. Sur la dernière vidéo du trouble borderline, il est fait mention de l'évolution dimensionnelle du diagnostic plutôt que de l'approche catégorielle traditionnelle. Oui, ça, c'est quand j'ai critiqué comme là. Y a-t-il un article de revue de littérature faisant le point sur cette transformation que vous pourriez conseiller? Alors, il y a des milliers d'articles en fait sur le problème et la CIM 11 a franchi le pas et maintenant a viré tous les diagnostics de troubles de perso. Ils ont mis les critères les éléments de personnalité du Big Five, machin, machin, et on peut coter de présentation borderline Bon, parce je que pense qu'il faut que tu celui-là, expliques il est les quand termes. même bon, c'est les éléments, c'est ce qu'il y aura dans les études que les gens vont lire, mais enfin.
il y a différents traits de personnalité sur lesquels on est plus ou moins important. Genre moi, par exemple, novelty seeking, je suis très faible. Enfin, quand j'aime un truc, je change pas, que ce soit mes partenaires ou ma bouffe ou un centre d'intérêt ou je sais pas quoi. Donc je vais pas chercher du tout. Et par exemple, des gens qui ont des addictions aux trucs un peu plus exotiques, souvent ils cotent un peu plus en novelty seeking. Il y a reward dépendance, et là c'est le fait d'avoir besoin d'avoir continuellement une forme de récompense au sens neurobio du terme et environnemental. Mais de fait neurobio, hein, tout est chimique, tout est biologique, ça se termine par de la biologie à chaque fois. Et ben là, par exemple, je suis très élevé. Oui. Moi, je peux pas m'emmerder, je peux pas, c'est intolérable. J'ai une allergie à l'angoisse. Du coup, typiquement, les jeux de société ou les jeux vidéo où on progresse petit à petit, je Ah pourrais oui, faire ça ça c'est toute la impressionnant. putain de nuit, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà. Donc il y a différentes lignes, euh, sur lesquelles on code plus ou moins et ça vous fait votre personnalité. Et du coup, quand on est dans un extrême, que ce soit à l'excès ou à défaut, bah, ça peut poser des problématiques. Et ça a permis de dégager les troubles de perso type dépendant, etc., qui n'avaient aucun rationnel scientifique, aucune étude sérieuse. Et le DSM le fera peut-être dans sa version 6. Si je bouge le fion, alors vu que la CIM l'a fait, le DSM va le faire aussi. Il devait le faire dans le DSM 5, mais les grands gourous ont dit que c'était un peu trop tôt quand même, hein. Il nous fallait encore une décade de recul. Bon. Et du coup, tu conseilles de chercher quoi si tu veux chercher des articles là-dessus, des personality Moi, disorder et franchement, je mettrais émotionnel? Personality Disorder SIM 11 Ah oui. ou ICD 11 dans PubMed et puis c'est parti. Là, tout ce que je vous conseille, tout ce dont on parle, vous mettez le titre en anglais dans PubMed et puis c'est l'apocalypse, hein. Vous sauriez pas, c'est d'une Ah fille. ouais, mais c'est pas très efficace. Faut apprendre à utiliser PubMed quand même. Bah, moi, je trouve que tu mets ça dans Google et puis tu as les trucs les plus fréquents et tu as une bonne base. Franchement, tu as une bonne base. Ou alors, vous allez sur Oxford Academic Press ou Cambridge Press University. Ça, c'est plus Et puis, intéressant. vous tapez Personality Mm, Disorder ou mm. alors sur Guildford Press. Et puis, vous faites comme moi, vous achetez tous les bouquins qui sortent. Donc, ça va Alors finir. peut-être pas tous, mais en tout cas, ça va être plus ciblé, quoi. Voilà. Et Et puis, ça va comme être de la ça, qualité. en bouquin, il y a quelqu'un qui a fait une forme de synthèse. En fait, les gens, quand ils nous écoutent, ils ont ce que moi j'ai quand je peux lire un bouquin. J'ai une forme de synthèse sur des domaines qui m'intéressent parce que si tu lis des articles à droite à gauche, tu peux te noyer dans les C'est clair. détails, machin. En Mm. fait, il faut quelqu'un qui fasse la synthèse au début. Et après, quand tu deviens expert 40 000, là, ben, tu vas regarder l'étude qui C'est t'intéresse, ça. Parce machin. qu'en plus, il faut savoir critiquer Ah, les mais c'est études. ça, C'est donc pas il faut évident. commencer par faire des synthèses, hein. Mm. Que pensez-vous des approches de psychothérapie, DBT, GMP de ce groupe au vu de l'évolution de sa conceptualisation? Alors, le GMP, c'est le Global Psychiatric Management, c'est de la DBT épurée parce que concrètement, il y a personne qui va faire de la DBT en Là, il y a un France. problème de ressources. Ouais. Un problème de ressources. Faut une coaching, faut un psychiatre qui sait le faire, un psychologue qui sait le faire. Il faut dégager le temps. Faut trouver le temps qu'ils savent le faire, faut les groupes de travail, les groupes d'exercice, là, enfin, c'est pas possible. Donc le GPM, c'est un résumé. Cela dit, moi je trouve qu'il y a un problème, j'entends plus parler du GPM que de la DBT et C'est un peu un court-circuité le principe. ouais, c'est moi, je pense que c'est bien de faire de la DBT et puis après vous adapter. Est-ce que le GPM, on l'a tous lu le bouquin là, c'est pas très intelligent. Je veux dire, ils ont pris les trucs de base, puis voilà. Enfin, donc moi, j'aurais eu la DBT parce que la DBT, ça sert, un, pour les patients vont mieux quand ils le font, et deux, pour les praticiens qui gèrent les troubles de perso d'une autre façon. Oui. L'effet de taille de la DBT sur le bien-être du praticien quand il gère un trouble borderline, par exemple, c'est massif. Ça devient de stressant et Bah oui, ça devient de on sait pas quoi faire à on a des intéressant. trucs à C'est proposer. intéressant. Moi, j'adore. Je pourrais passer 5 heures par jour avec une patiente d'atteinte de Down. Je dirais, je pourrais même plus m'énerver. C'est impossible. Donc, moi, j'aurais lu la DBT. Oui. Bonjour, je m'appelle. Alors oui, j'ai supprimé le nom. Mettez pas vos noms dans le truc. Après, on les lit devant tout le monde, hein. Je suis psychologue et docteur en psychologie cognitive, passionné par la thérapie d'acceptation et d'engagement. Mon background en recherche. Papa, j'ai une approche très evidence-based de la psychologie clinique. Alors moi, je trouve qu'il faut faire gaffe avec la psychologie clinique evidence-based. Euh, enfin, pour faire de l'evidence-based, faut faire une étude. Pour faire une étude, faut faire des critères d'évaluation,
faut un truc qui soit pas trop long, et tu te retrouves à prouver que ça marche parce que les gens vont mieux en 12 séances sur telle échelle de critères diagnostiques Ouais, mais elle issus. teste. Ouais, là, mais là, je dois Elle fait son evidence-based je derrière, parle tu vois. pour tout le monde. Mais oui. Je parle pour tout le monde. Et du coup, tu montres qu'en 12 séances, les gens ont diminué leurs points sur le Social Anxiety Disorder Scale de machin, issu d'un diagnostic dont la validité est pas très claire. Et du coup, je ferai gaffe avec l'évidence-based de la psychologie parce que c'est un peu comme la psychiatrie, c'est compliqué. C'est vite facile de faire n'importe quoi. Mais Euh, pour autant, vu qu'il n'y a pas trop 36 autres trucs, Oui, voilà, enfin, c'est toujours pareil. C'est comme le DSM. Il faut se méfier des gens qui connaissent pas. Il ouais. faut se méfier des gens qui connaissent que ça. Oui, voilà, Du c'est coup, la ça. psychothérapie exclusivement evidence-based sur des études de machin, TCC, cognitivisé, DSMisé. Faut faire un peu gaffe, quoi. J'ai été ravi de découvrir. Je sais pas s'il y a une question là-dedans. Ah si, il y a une question. Bon, donc, Attends, du coup, t'as pas... je me fais remercier, mais il n'y a pas de question, en fait. Ah oui. Je me permets de vous envoyer cet email pour vous demander une chose. S'il y a une chance sur 10 000 que l'un de vous deux accepte de recevoir en visio le monsieur, non, bah, il y a aucune chance. Je suis désolé, on est complètement complet. Mm. Voilà. Donc, c'était peut-être ça la question. Euh, alors, en tant que probable patiente, vos vidéos questions-réponses me sont précieuses en particulier parce que vous dédramatisez et parlez simple avec vos francs-parler et certains propos martelés comme quelle est l'évolution de vos symptômes et qu'est-ce que ça vous coûte? Ouais, je l'aime bien celle-là. Elle est pas de moi, hein, j'en rentends rien. Je prends tout et je recrache tout. Je trouve difficile de faire le tri en ce qui est normal ou lié au tempérament. Ouais. Et ce qui relèverait du trouble de l'humeur. Ouais. Et validerait un diagnostic et donc l'utilité d'un traitement. Au final, cette question ci-dessus permet de poser la question autrement. J'ai bien compris. Ben ouais, moi, je pense que faut pas se laisser embarquer dans quel diagnostic Oui, c'est j'ai, ce que j'allais dire, ouais. parce qu'on est en psychiatrie, des diagnostics qui sont pourris. Voilà, Bah c'est ouais, la vraiment pas recherche compliqué. absolue du diagnostic, elle n'est Enfin, pas voilà. très intéressante. Donc cet extrême-là, il est pourri. Peut-être que dans 200 ans, on aura un truc bien foutu, mais là, pour le moment, il est pourri. C'est pas qu'on est con, c'est parce que la discipline est trop jeune, ou alors qu'on cherche les mauvaises choses parce qu'on a les mauvais outils pour chercher, à savoir, on essaye de marteler le DSM, on n'y arrive pas, mais ça, c'est autre chose. Donc, faut pas se bloquer sur quel diagnostic j'ai. Il faut que j'ai un diagnostic. Faut pas non plus faire au pif. Tiens, on va tester ça parce que ça c'est l'autre extrême. Il faut pas se faire avoir de l'autre façon en disant est-ce qu'il y a un impact sur le fonctionnement? Parce que ça c'est complètement con aussi. Si j'ai une grosse tumeur dans les cellules pulmonaires, j'ai pas d'impact sur le fonctionnement jusqu'au moment où il est beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc en fait, en médecine, on se pose pas la question de est-ce qu'il y a un impact ou pas. Si j'ai des petites dépressions qui sont de plus en plus fréquentes et que dans ma famille, il y a des troubles bipolaires et des suicides et des addictions, faut intervenir le plus tôt possible. Faut pas attendre que je fasse une grosse dépression ou une grosse TS ou un suicide. Il y a la moitié des gens qui décèdent de suicide qui n'avaient pas fait de tentative avant. Donc le critère qu'on voit dans le DSM, est-ce qu'il y a une répercussion fonctionnelle? Elle est pas, voilà, il est pas terrible non plus. Et donc la question, c'est, à mon avis, quand je vous dis est-ce que les symptômes sont de pire en pire, ça veut dire plein de choses. Est-ce que c'est de pire en pire lorsqu'il y a des symptômes? Est-ce que les symptômes se modifient? Est-ce que les symptômes sont présents de façon de plus en plus rapprochée? Est-ce qu'il y a des intervalles libres? Est-ce qu'il n'y en a plus? Est-ce qu'il y a des événements déclencheurs qui vont impacter l'humeur et l'énergie alors qu'avant ça ne l'était pas? Donc moi je pense par exemple avant tous les hivers j'étais dépressif et puis maintenant bah, dès qu'il fait 3 jours de pluie je suis dépressif aussi, etc., etc., etc. Et il y a qu'est-ce qu'il y a dans votre famille? Est-ce que c'est de pire en pire? Dans votre famille aussi, vers quel âge les gens ont commencé à être traités? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que par exemple, si vous avez des enfants, est-ce que vous pouvez vous permettre de surveiller et d'attendre de faire un vrai épisode DSMisé avant d'intervenir? Et donc, il y a plein de questions en fait là qui font qu'on va choisir de prendre un traitement ou pas, et c'est les patients qui choisissent en fait. Et moi, mon boulot, c'est pas de décider à partir de quand est-ce qu'on le met ou pas, parce que ça, il n'y a pas un psychiatre qui est d'accord, il n'y a pas de retour.
Par contre, mon boulot, c'est de dire, voilà, il y a ça, moi, j'aurais fait comme ça, quand est-ce que vous voulez intervenir? Et ça dépend des patients, mais normalement, les psychiatres font à peu près tous la même chose à ce niveau-là, hein. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais. Allez, d'accord. Témoignage psychanalyse. Désolé pour votre TDAH, c'est long. Ouais, ça se voit que j'ai du mal à lire les phrases Ah bah oui. quand il y a un peu trop de phrases. Après, alors, je comprends votre posture perplexe vis-à-vis de la psychanalyse et je trouve votre curiosité utile. Vous me dites ne pas pouvoir vous empêcher d'aller en écouter. Ouais, parce que la psychanalyse, enfin, moi, je trouve ça vachement important, la psychanalyse, parce qu'il y a toujours cette dichotomie qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a la psychanalyse pour les gens qui n'ont pas de maladie mentale, qui ont une bagnole et qui la font rouler dans des environnements où ça devrait pas trop rouler. Et il y a des gens qui ont une maladie mentale où la bagnole ne tourne pas ou que tu la fasses rouler, même si c'est sur le boulevard de Beverly Hills, machin, elle va finir par péter. Et c'est deux populations différentes qui nécessitent deux interventions différentes. Et chaque fois qu'on en parle, moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont, par exemple, pas de trouble bipolaire et qui disent la psychiatrie, la psychanalyse m'a aidé, de Mm. ouf. Et puis après, les gens qui ont des maladies mentales où la psychanalyse ne suffit pas. Mm. Et bah, souvent, c'est une cata, quoi. Donc moi, c'est pas la psychanalyse en soi sur laquelle je suis contre, c'est l'utilisation déraisonnée de la psychanalyse. Mais c'est pareil pour les médocs. Et le côté un peu aussi désuet en France de la Et, psychanalyse. et la psychanalyse en France qui ne s'est pas mis à jour du tout, comme Oui. tout le reste. Donc c'est la psychanalyse française, moi, qui me flingue un peu. Et je suis curieux de la psychanalyse mise à jour, hein, très clairement. Mm. Très clairement. Donc, ceci étant, j'étais soutenu des années par l'écoute et l'accompagnement de mes pensées, doutes et culpabilité foisonnants permettant d'en limiter l'impact. C'est ce qui m'a aussi permis de tenir et de finir par me servir de ma perméabilité et sensibilité professionnellement. Ah ouais, vous me tuez. Et puis que j'ai un traitement épileptique, je me sens moins empathique, moins fine. Alors, je commente. J'insiste. Il y a des facteurs aspécifiques d'une psychothérapie qui marchent et qui sont universels et qui font du bien qu'on ait un trouble bipolaire ou pas. Mm. Ok. Si jamais je me fais quitter par ma femme, merci, chaud. Et ben si je vais voir quelqu'un et je ventile, ça me fait du bien. Il y a aucun doute, il y a aucun doute. Si jamais je peux pas m'empêcher quand je vois une porte de l'ouvrir et de la fermer 20 fois, je peux aller ventiler sur ça risque de pas trop m'aider. Donc vraiment, j'insiste, je dis pas que la psychanalyse ne sert jamais, je dis que la psychanalyse comme première attaque est quasiment exclusive, telle que c'est fait en France, pour les troubles mentaux et les maladies mentales, n'est pas raisonnable. Donc, et c'est pas une critique de qui que ce soit, le système est fait comme ça, les gens sont pas à jour, enfin, c'est comme ça. Troubles mentaux en dehors de troubles de l'adaptation. Oui, mais ça c'est pareil. Mais Ça, oui, c'est, est-ce ça, qu'on c'est considère de l'adaptation. Excusez-moi, mais bon. Depuis que j'ai un traitement anti-épileptique, je me sens moins empathique, moins fine. Alors ça, c'est possible, hein. Oui. Ça peut être de l'abrasement affectif, Bah, c'est ça ça. peut être de la sédation, ça peut être Bon, juste le cerveau fonctionne un tout petit peu au ralenti. voilà, enfin, Bien. tout est possible. Par contre, j'ai ramé trop longtemps, 20 ans mini, et j'ai payé beaucoup, sans avoir été orienté vers un psychiatre, ne serait-ce que pour un soutien médicamenteux passager sur j'espérais sans oser le demander. Ah oui, alors ça, il faut, quand on espère quelque chose, il faut dire aux gens qu'on l'espère, Ah oui. ça décuple vos chances de l'avoir. Je sais pas trop s'il y a une question. J'ai pas l'impression, c'était juste un témoignage. Les propos de la psy, il n'y a pas trop de questions. Bon, c'est pas grave, on va y avoir quand même, hein. Les propos de la psy sur les résistances et sur les bénéfices secondaires du mal-être récurrent et sur un inconscient qui affleure ont été parfois aidants, mais aussi culpabilisants et angoissants. Oui, alors oui, clairement, hein, moi, enfin, c'est là où ça déconne en psychanalyse, c'est qu'il y a Oui. toujours un moment où, et quel est le bénéfice finalement de Oui, cette c'est ça. situation? Et franchement, moi, quand j'étais dépressif, suicidaire, j'avais aucun bénéfice. Je suis désolé, ça m'a pas bénéficié du tout. Et je suis très content d'en être parti. Enfin bon. Alors, garder trop souvent les états peut être aussi néfaste. Oui, Oui. bah, du coup, pour moi, c'est le problème de la démocratisation de la santé mentale. Là, on va avoir un souci, et aussi parce qu'il y a des troubles mentaux qui peuvent être tout à fait probablement un peu contagieux. Et autant si je me regarde les os toute la journée, ça va pas les faire sauter. Autant si je commence à être concentré sur mes émotions internes, il y a des personnes qui étaient à risque qui vont finir par être complètement dedans.
Il y à avait mon pas avis. une étude en plus qui disait que sur les états de dépression légère, de faire de la psychanalyse ou même de la psychothérapie de soutien, ça aggravait. Bah, t'en as plein, ouais. Ah bah oui, Ouais, c'est enfin, ça. c'est un vrai souci, quoi. Donc, Mm. je dis pas ce qu'il faut faire en tant que santé publique, hein, parce que d'ignorer et que le public soit complètement ignorant de tout ça, c'est pas bon non plus, mais j'ai l'impression on part d'un extrême et qu'on vise l'autre. Bon. Je pense aujourd'hui que les TCC m'auraient aidé autrement et plus vite, un mix aurait été parfait. Oui, bah oui. Oui, probablement. Ah, Alors, parfait. votre variabilité d'un jour à l'autre ne semble pas valider un trouble bipolaire. Bah ça, moi, Ah oui, ça c'est des pense conneries. que c'est des conneries. Un, parce qu'on peut avoir un trouble bipolaire et varier d'un moment à Bah l'autre. c'est ça, c'est pas forcément lié en fait. Et ça n'a peut-être rien à voir. Deux, Bah il y a des troubles bipolaires où on les varie. critères varient. Il y a des grosses phases, puis pendant les phases, il y a des Mm. variations ultradiennes, et puis après, quand les gens sont stables, ils vont bien. Donc, Mm. enfin, c'est plus compliqué, mais on l'a tous fait, hein. Oh Est-ce que oui, vous changez d'humeur en moins de 4 jours ou pas? Ah, 4 jours. Ah, bon, bah, c'est pas de la trouble c'est bipolaire. ah ouais. Bon, voilà, on l'a tous fait. C'est pas basé sur la science du tout. On pourrait mettre 24 heures que ça marcherait, que ce serait valide et que les patients seraient les mêmes, mais ça, c'est... Après, quand les gens arrivent en nous disant ouais, le matin elle est de très bonne humeur et l'après-midi elle peut être exécrable, c'est clair qu'on peut pas baser notre Mais diagnostic c'est là-dessus. pas invalidant. Voilà, c'est pas C'est invalidant pas, pour vu que c'est comme ça. Mm. Ma sœur aînée diagnostiquée et traitée aussi depuis peu pour un trouble Quoi? schizo-affectif, on va dire, Un trouble bipo-schizotrique. avec le même parcours, avec un impact familial significatif. Bah oui, ça fait éclater les familles, hein. Ah Enfin, oui. cela pose la question de l'utilité de voir un psy spécialisé dans les troubles de l'humeur, mais quid du biais de confirmation? Je suis pas sûr de comprendre le biais de confirmation là. Alors là, j'ai pas compris non plus. J'imagine. Spécialisé, moi je rebondis, ma femme dit il n'y a pas de spécialité officielle sur les troubles de l'humeur. Oui. C'est ça? Oui. C'est géronto. Alors, dans les spécialisés officiels, Ouais, bon, il y en a plusieurs. Il y a pédopsychiatrie, ouais. gérontopsie, addictologie. Et c'est principalement Ça a peut-être ça. changé. Mais il y a Ça a peut-être, peut-être voilà, il y a peut-être changé. des trucs en plus, mais Pour moi, il n'y a pas de spécialiste officiel parce que la pédopsychiatrie est extrêmement faible en oui, tant bon, que ça. discipline. Le niveau est extrêmement faible, mais quand je dis faible, c'est extrêmement faible. Je voulais faire pédopsychiatrie à la base et j'ai arrêté parce que c'est trop faible. C'est vraiment un isolement de connaissances, hein. Je veux dire, c'est une Ouais. espèce d'île hermétique à tout. Enfin, en France, c'est quelque chose. Il y a la gérontopsychiatrie où, à mon avis, les gens apprennent plus quand ils viennent, ils finissent par bosser là-dedans pendant 20 ans et ok. Oui. Et après, la dictologie. Mais moi, je suis pas fan addictologie. Enfin, à mon avis, tu peux pas scinder quoi que ce soit. Bah Tu oui, peux pas moi je suis scinder quoi d'accord que que ce la soit. dictologie c'est bien, mais enfin quand t'es psychiatre, t'es Le addictologue. psychiatre niqué, il faut tout faire. C'est la médecine G du cerveau. C'est-à-dire que Mm. si moi j'ai un patient qui a une BPCO, ben faut que je connaisse les bases de BPCO, voir s'il faut que j'arrête de balancer des antidep et s'il faut pas qu'il revoie le pneumo parce qu'il fait peut-être des DSAT ou je sais pas quoi. Faut connaître tout ce qui est cardiométabolique, faut connaître parce Mm. qu'on donne des molécules qui massacrent sur ce plan-là. Enfin, pour moi, il n'y a pas de spécialisation parce qu'il y a trop de trucs à savoir. Et spécialisé dans le trouble de l'humeur, faut être spécialisé dans le trouble borderline aussi. Mm. Faut être spécialisé dans les addictions parce que il y a des prévalences massives. Enfin, je veux dire, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de spécialiste. Dans le TDAH, Dans le TDAH, enfin, morbidité il y a massive. pas de spécialiste, à mon avis, il y a pas de spécialiste. Il y a des gens qui sont des bourrins et qui connaissent énormément de trucs, et puis il y a des gens qui connaissent moins. Mais je ferai gaffe, spécialiste, machin. Bah c'est ça. Moi, je me considère pas spécialiste. Je peux vous dire tout ce que je maîtrise pas du tout, Mhm. et il y a rien que je maîtrise, hein. Enfin, Oui, c'est voilà. ingérable. Oui, c'est ça. Et donc biais de confirmation. Et biais de confirmation, ouais, je sais pas ce que ça voulait dire, je vois pas. J'imagine que si t'es spécialiste trouble de l'humeur, tu vas Ah avoir des oui, troubles de c'est l'humeur. ça. Oui, mais oui, bien Si t'es sûr. Pardon. spécialiste TDAH, tu vas avoir des TDAH. Et C'est vrai. Bah, c'est inévitable. C'est pour ça que moi, pour éviter de trop diagnostiquer des troubles bipolaires, bah, je me suis formé sur le trouble borderline, oui, voilà. comme ça. Mais bon, C'est pour ça que c'est important aussi de varier un peu de puis temps. moi, je lis un bouquin le matin. Il dit, ouais, il y a pas assez de diagnostic de troubles bipolaires, c'est une cata. Et puis, je lis le bouquin d'un autre qui dit, ouais, tout le monde diagnostique des troubles bipolaires, c'est des crétins. D'ailleurs, ils s'insultent même parfois. Ah oui, oui, oui. Mais c'est bien, faut apprendre les deux côtés. Moi, ça me va, hein. Vous voulez des questions? En voilà encore. Bah oui, hein. Quid de l'inquiétude des parents pour leurs enfants? Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de vos propres enfants? Leur parlez-vous de votre trouble et pensez-vous qu'il faille les informer sur une possible hérédité dans le cas d'un trouble léger?
C'est personnel comme question. Bon, franchement, moi, je vais pas leur dire. Alors, moi, je pense qu'ils le sauront parce que Ouais, je vais bouffer mes médocs dans les chiottes au milieu du repas. Donc, voilà. mes parents, je vais pas dire aux enfants, oui, écoute, j'ai un rhume, faut que je fasse gaffe. Donc, moi, je leur dirais. Je pense pas qu'il faille informer les enfants de toutes les tares héréditaires qu'on leur a pu leur transmettre. Non. Parce que moi, si on va plus loin, si je sais pas, si j'ai un TOC, est-ce que je préviens mes enfants? Si j'ai un tempérament obsessionnel, est-ce que je préviens mes enfants? Est-ce que j'ai des traits d'autisme léger? Enfin, tu vois, Oui, oui, oui. est-ce que je suis étourdi? Je préviens. Est-ce que si j'ai un QI à 80, De toute façon, c'est la vie, hein. Vous leur ramenez un lot voilà, voilà. de merde, Voilà. de Du coup, moi, tard. vu qu'on m'a pas demandé ce que je balançais comme gène, eh ben, je suis pas responsable. Voilà. Voilà. C'est tout. Ça implique par contre que j'essaye de pas trop les secouer quand ils m'ennuient, que je leur donne pas des brioches Faut avec pas trop les le secouer. secouer, tu vois, quand ils m'ennuient, que je le secoue en le prenant Oui, par ne les pas les pieds. secouer du tout. Par les pieds, je le secoue jusqu'à ce qu'il se taise, mais je le fais lentement. Ah, ouais, t'es con, Ouais. putain. Non, mais dis pas ça. Après, on va se prendre un signalement. Ils Ah, secouent pas les enfants. quand je leur donne des brioches, c'est madame qui les fait maison, et puis après on les jette parce qu'on donne pas de brioches aux gamins, c'est toxique pour nous, donc c'est toxique pour les gamins, donc ils Donc, c'est bouffent ça. de la viande et des courgettes, des Donc, je fais légumes. de la brioche et après, monsieur la jette devant notre enfant. Voilà, Appelez parce la que ZEU. voilà, non mais enfin voilà, on essaye de réduire ce qui. Peut-être que vu qu'on sait que je suis atteint, on essaye de prendre de moins de risques C'est possibles. ça. Ils vont Et avoir un discours très anti-drogue et très voilà, anti-tabac, c'est très ça, clairement. c'est ça. Ils vont peut-être pas savoir que maman Moi, a je pense fumé même un paquet par parce jour que pendant 7 ans. c'est ça, parce que moi, la clope, j'ai vu ma mère fumer la première fois et en fait, j'ai explosé en larmes en disant tu vas mourir. Ouais, c'est Et ça. du coup, ce que je pense qu'on fera, c'est que je reviendrai un jour avec une cigarette et je simulerai un arrêt cardiaque Non, et qu'ils seront c'est jeunes pauvre. pour qu'ils apprennent à la tuer. Après, ils vont tous crier au traumatisme. Bah, ça sert d'être, si, parce que moi, je me suis aussi fait tirer dessus avec un fusil à pompe. Je suis traumatisé et ça me sert beaucoup. Quand je vois des gens avec des fusils à pompe, maintenant, je me casse très, très vite. Donc, ça Bah, ça, c'est si peut, t'as une réponse au stress qui est adaptée et bah, on efficace. évaluera leur faire ce Euh, stress avant, c'est évidemment. pas toujours le cas. Alors, que pensez-vous de l'association? Dis donc, il y a des blagues un peu limites, là. Attends, mais t'avais pas fini, J'ai pas si? fini. Alors, pensez-vous que leur en parler risque de les inquiéter ou de provoquer éventuellement un focus sur leurs propres états? Oui, moi, je suis plutôt d'accord sur ça. Franchement, Ouais, je pense que ça dépend des troubles, en effet. Enfin, je veux dire, on peut pas créer un bipolaire juste en voilà, non. parlant. Ma femme a raison. Mais par contre, on peut créer un toqué en parlant. Ou un trouble anxieux. Ah, un toqué, je sais pas non plus. Mais un trouble anxieux, en tout cas, tu peux tout à Ah, fait. toqué chez quelqu'un qui est Qui prédisposé. est prédisposé. Franchement, vaut mieux pas trop en parler, je pense. Tu vois ton enfant, t'es psychiatre, tu vois ton enfant faire un toc une fois, à mon avis, faire une compulsion une fois, à mon avis, c'est la dément, là. Ouais, Bon, donc voilà, tout ça pour dire que non, on leur en parlera pas plus que ça. Si jamais ils sont dépressifs et qu'ils pleurent à 13 ans, on leur dira de se bouger le fion. c'est ça. Et voilà. Hein, que pensez-vous de l'association thymorégulateur plus aripiprazole pour les épisodes aigus versus risperidone? Euh, alors, qu'est-ce que j'en pense? Ben, moi, je pense que là, on parle sur des patients atteints de troubles de l'humeur. Est-ce qu'ils sont bipolaires ou pas? Parce que s'ils sont pas bipolaires, Voilà. l'aripiprazole, moi, c'est poubelle. Et Ouais. la risperidone aussi, c'est poubelle. Vraiment, c'est poubelle. C'est genre, c'est vraiment, S'ils sont pas bipolaires. s'ils sont pas bipolaires, en tant que traitement adjuvant de problématiques d'humeur, Ah oui, tu vois, si d'humeur tu non bipolaire. tu vois, dépression résistante, est-ce que je finis par Parce mettre que moi, du lithium? coup, je pensais schizophrène. Ah ouais, non. C'est con. Moi, je mets lithium. Ouais. Tu vois, je fais 55 ISRS, ça marche pas. Ouais. Je mets du lithium, ça marche un peu. Qu'est-ce que je mets après? Bah, je mets pas de l'aripiprazole. Non. Enfin, le NNT sur le NNH, à savoir la quantité de patients qu'il faut traiter pour qu'on en voit un qui aille mieux. Le NNH, c'est number needed to harm. C'est la quantité de patients, quel accent, putain. C'est la quantité de patients qu'il faut traiter pour avoir un effet secondaire. Et ben, en fait, pour l'aripiprazole sur le poids ou sur l'acathisie, sur le long terme, il y a autant de patients qui vont mieux que de patients qui ont des effets secondaires. Donc, franchement, c'est une cata. C'est une cata. Donc, moi, aripiprazole sur l'humeur, c'est dernière intention. Je mets du Pramid, de la T3, de la T4, de la lamotrigine, plein de trucs avant. Et risperidone, j'en parle pas. Enfin, moi, je pense qu'il faut rester simple. Bah, la risperidone, oui, c'est, Faut rester en simple. termes de, Il y a des gens à d'impact toute moteur. faible dose, ils vont avoir un petit peu d'effet antidépresseur, c'est un peu anxiolytique, machin, ce que tu veux, avec la risperidone, ce que tu veux. Moi, je suis quelqu'un de très crétin. La dopamine, quand tu la bloques, c'est pas bon pour l'humeur. Voilà. Voilà, c'est con, je simplifie, mais je pense qu'il faut simplifier.
On est abreuvé d'études pondues par Janssen sur la risperidone, machin. Juste, non. J'ai pas encore rencontré de bipolaire sous risperidone qui aille Qui allait bien. mieux? Alors, il Ouais. y a patients sous risperidone qui se sont Ah bon. réveillés quand on a enlevé la risperidone ou la Ah oui, ça, par papaméthadone. contre, J'en ai un là. paquet. Mais des patients atteints de problématiques thymiques, pas pures, mais sans problématique psychotique, machin, la risperidone, c'est vraiment en fin de liste. C'est Oui. vraiment en Ah, fin de c'est liste. sûr qu'ils font plus de phase maniaque, hein, mais Mais moi, ah, si je fais une dépression un jour, je préfère qu'on me fasse de la sismo avant ah que je bah prenne de la oui, risperidone. Enfin, largement. jamais, jamais, Oui. jamais. Donc, si risperidone, c'est des petites doses minuscules. On observe une diminution de... Alors, ouais, voilà, tiens, ben, parfait. Que pensez-vous de l'association de thymorégulateur plus dopamine bloquant? Mm. OK? Quand on observe une diminution des effets sur le long terme, eh ben, t'es niqué. Ah bah T'es oui. niqué. Parce que si tu augmentes la dose, ça commence à pas être top. L'aripiprazole, d'augmenter la dose sur les problématiques dépressives, c'est une cata. Et du coup, moi, je le ferai pas. Vraiment, je le ferai pas. Vraiment, je le ferai pas. Sur le Ça long peut terme. vraiment niquer l'efficacité du thymorégulateur. Donc, il y a plein de patients qui vont aller bien avec cette chose-là. Il y a également plein de patients. Moi, mon grand-père, il ne mangeait que une asperge. Il dormait 3 heures par nuit. Il a vécu jusqu'à 103 ans. Il n'y a aucun doute sur le fait que, de façon générale, je ne recommanderais pas aux gens de dormir 3 heures par nuit et de prendre des asperges. Donc, de la même façon, je recommanderais pas pour qui que ce soit de prendre le risperidone, machin. Évidemment qu'il y a des gens qui vont aller mieux. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut commencer par ça? Non. C'est une option thérapeutique qui est mise en avant parce que le labo a fait l'AMM sur les études, parce qu'il y aura jamais d'études sur le Prami pour avoir la même, jamais d'études sur le Levothyrox pour avoir la même, peu d'études sur la lamotrigine pour avoir la même. Et du coup, là, si vous commencez en prescrivant ça, vous vous faites niquer par les labos et vous niquez vos patients aussi. Voilà, ça c'est mon avis. Faut-il augmenter la dose, revoir la prescription? Non, il faut revoir la prescription, revoir la diagnostic, mais moi, j'augmente pas quand ça répond pas avec un des deux bloquants. Que pensez-vous de la dépakine comme thymorégulateur? Bah, c'est un thymorégulateur, ça va plus loin. C'est grâce à la dépakine qu'il y a le terme thymorégulateur. Alors, en fait, c'est le dépacote, parce que le dépakine, c'était déjà dans le domaine public, donc on ne pouvait pas trop se faire de fric avec, et donc, le laboratoire Abbott, sauf erreur, ils ont créé le dépacote, qui est du divalproate semi-sodique, qui fait un peu moins lobide que les autres, en théorie. Qui fait moins quoi? Moins lobide. Ah, mal au bide. Lobide que Mal les au autres, en ventre. théorie, mal au ventre, en pratique. En théorie, bon, en pratique, c'est pas si clair que ça, Oui. mais c'est eux qui ont démocratisé le terme thymorégulateur, hein, Abbott. Ils sont très forts. Mais C'est un si vrai vous êtes une thymorégulateur. femme, par contre, vous n'avez pas le droit. Alors, si vous êtes une femme en France, vous n'avez pas le droit, c'est tant pis pour votre gueule. C'est ça. Parce que vous êtes trop bête pour Pour pas tomber utiliser un enceinte. moyen de contraception. Ouais, Voilà, c'est ouais. comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hein. Faut C'est pas vrai. tricher. C'est vrai que vu qu'on a beaucoup d'options thérapeutiques, Oui, oui, on se permet d'en casser une. ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bonjour, pourriez-vous nous faire une vidéo pour nous présenter vos livres? Bah non, ça va être chiant. J'en ai, je pense j'en ai Wow. plusieurs centaines. Je sais pas si j'en ai pas un millier. Ouais. Ça vous concerne mes livres parce que c'est vos impôts qui payent. Hein, c'est déduit des impôts. Avec des charges. Ouais. Déduit des impôts. Donc en fait, en gros, je suis à 1000 balles par an, par mois de bouquins depuis 4-5 ans là. Donc ça va être chiant. La vidéo, vous allez voir. Comment faites-vous pour avoir les formations qui donnent des crédits CME? Bah, je vais sur Google et je mets CME crédit de psychiatrie et puis je regarde. Alors, il y en a qui sont financés par les labos, mais de l'espace, genre la formation de la Neuroscience Institute, qui est le truc créé par Stephen Stahl. C'est tellement financé par les labos que ce matin, là, il y en a une où il a dit, le mec, bon, l'olanzapine pour le poids, bon, moi, j'ai des patients qui prennent pas de poids, hein, sur l'olanzapine. Il a dit ça, mec, c'était incroyable. Donc c'est Leslie Citrome, hein, qui dit ça. Donc, c'est des millions de dollars qu'il a reçus de la part des C'est la labos. NEI, ça? C'est la NEI, ouais. D'accord. Donc, faut pas se foirer. Il y a les gens Pour autant, la NEI, ça reste un bon Bah, réservoir de points CME. il y a Hein. voilà, et ça fait des points CME, mais il faut pas faire l'idiot dans l'autre sens. Ouais. Faut pas passer de je connais rien, je me forme pas et je m'en fous. À l'autre extrême, je fais tous les trucs, j'ai 5000 points CME, je maîtrise. En fait, non. Les points CME, C'est toi qui dis ça. aussi un truc. T'as combien de points CME? Mais moi, j'en ai tu sais pourquoi je vais avoir des points CME? J'en ai parce que le moment où l'ordre des médecins national me dira, dis donc, Sikorave, vous êtes toxique, vous dites plein de trucs faux, je pourrais dire, attends, 2 secondes, j'ai 60 ans de formation, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai les points CME. Ok. Sinon, moi, je fais ça ailleurs. Mais du coup, moi, typiquement, je fais ça dans les livres parce que je fais ça dans les livres avec un auteur parce que quand tu fais des livres avec plusieurs auteurs,
déjà, t'as l'impression qu'ils communiquent pas trop entre eux. Ouais. Et s'il y a un truc pourri au milieu, bah tu vois, c'est un peu dilué, quoi. Tu vois, alors que quand tu prends un livre et que t'écris 300 pages, il y a quand même cette volonté de l'être humain de bien faire et de défendre son nom, et t'essayes de pas trop mettre de cochonneries. Et au moins, le côté point de vue biaisé est assumé. Et au moins, et tu sais, voilà. Donc en fait, Mhm. donc voilà, pour les crédits CME, faut juste regarder. Est-ce que c'est accessible aux infirmiers? Alors oui, c'est accessible aux infirmiers. Néanmoins, c'est budgété pour des salaires de médecins, Ah oui, c'est cher. parfois plutôt des médecins internationaux, parce que les psychiatres français, tout le monde s'en cogne. Et donc, la NEI, là, c'est 300 balles par an. Moi, je me suis abonné à un truc australien, je crois, c'est 650 balles par an. Enfin, voilà. Cela dit, euh, j'apprends plus de trucs avec 300 balles par an sur l'année qu'avec n'importe quel congrès français. N'importe quel congrès Ah français. oui, mais Et les congrès français, ça coûte moins cher les pour les congrès gens qui français, ça sont, coûte pour moins les cher. soignants. Ah oui, pour les soignants. Et les congrès français sont... Enfin, il y a des conflits d'intérêts, mais partout. Ah oui. C'est partout, c'est Oui. suffocant. Donc voilà. Est-ce que c'est accessible aux infirmiers? Oui. Moi, je pense qu'il faut 100, mais comme Faut ça. voir ça comme un investissement, mais par contre, après, l'intérêt du truc, c'est qu'une fois que vous avez mis 300 € dans votre abonnement, vous le faites. Pour un an. Alors après, quand t'es infirmier, je sais pas, parce que t'imagines, t'es infirmier, tu fais ça avec un autre psychiatre qui se forme et tout, tu fais une espèce de truc synergique vers le haut, c'est parfait. Ouais. Imagine, t'es infirmier, tu reviens et tu dis, bon, écoute, il a déjà un agoniste partiel avec un KI Ça risque infra, de vous tu vois? frustrer de ouf. Ou alors, non, mais si, après tu fais IPA et tu te mets en libéral, et tu fais Ouais, ton mais truc tu vois, d'enfant, enfin quoi. voilà, quand t'es infirmier, il y a ce problème-là, je le dis, moi, c'est le problème. Mais moi, je m'affine trop, l'infirmier qui revient, tu sais, ouais, Mm. j'ai vu, il y a quand même de l'aripiprazole, il y a un KI infrananomolaire sur le D2, donc le risperdal, l'interferon qu'il a à côté est peut-être pas très utile, je pense qu'il faudrait faire un petit wash-out, machin. Il y a des psychiatres qui te massacrent. Ah ouais, clairement. Donc bon, voilà. Après, là, vous vous débrouillez, moi, je sais pas trop terrifié. Mais moi, mon infirmier, là, mon assistant médical, enfin, mon assistant médical, je le, il m'appartient pas. Mm. Mais la première fois qu'il est venu et qu'il a fait un truc de formation, il est sorti vénère. Il est sorti vénère en disant, ouais, mais moi, je comprends rien, c'est quoi ce bordel, c'est honteux, machin. Il était vraiment furieux. Et ça fait mal au début, hein. Mm. Si vous vous formez, ça fait mal au début. Il faut pas abandonner parce que ça fait mal. Moi, il y a des trucs là, je vous les récite par cœur, mais je les ai appris, je Ah les ai bah oui. oubliés, mais des centaines de fois. Moi, j'ai pas une très bonne mémoire. Donc, euh, donc voilà. SVP, le nom du bouquin et de l'auteur dont vous parlez dans la vidéo qui traite des émotions. Eh ben, je l'ai refait, je crois, c'est Marsha Lin Han. Ah oui, Marsha, Marsha, et Lin Han, Linehan. c'est bien, C'est bravo. bien. Et c'est Dialectical Behavioral Therapy, DBT, et en anglais, c'est thérapie comportementale et dialectique. Français. En français, thérapie comportementale et dialectique. Mm. Merci de me reprendre. Et faut l'acheter, faut le lire. Voilà, franchement, c'est aussi simple. Je suis sous traitement pour trouble anxio-dépressif, stress post-traumatique sévère. Et le trouble borderline a été évoqué plusieurs fois. Donc, il y a trois diagnostics. Ouais, Trois dont diagnostics. un qui est fumeux, un trouble anxio-dépressif. Trouble anxio-dépressif. Hein, c'est peut-être trouble anxieux et dépressif, donc ça fait 4 diagnostics. Ouais, Mais c'est possible, hein, ouais. vu que les diagnostics sont. Ma question, le CBD est-il compatible avec un traitement médicamenteux? Fluoxétine 20, l'amictal 25, Seresta 10, matin, midi et 20 mg pour m'asseoir. Merci pour vos partages. Oh là, le soir, on n'a pas. Le soir pour ma part. Ah, et la phrase était trop bonne pour moi. Alors, moi, le CBD, j'ai un avis très tranché. Ouais. Je vais le dire avant et ma femme, parce que je crois qu'elle est encore plus tranchée que moi. Moi, le CBD, c'est pas compliqué. J'ai horreur de faire le cobaye. J'essaye tant que faire de faire des trucs qui ont déjà été testés Mm. et qui, Sur plusieurs années. sur plusieurs années, et qui, pas forcément marchent, mais dont je peux au moins m'attendre, en termes de statistiques, à une amélioration, des chances d'amélioration qui me conviennent. Et c'est pareil pour les effets secondaires. Par exemple, je teste pas de prendre du jus de poireau pour mon trouble bipolaire, parce que en fait, je sais pas, on n'a jamais d'études sur le jus de poireau, donc ça se trouve de prendre du poireau à très haute dose, ça marche, j'en sais rien du tout, j'ai pas d'études. Par contre, je prends pas de fluoxétine parce que les études montrent que en moyenne, ça ne réussit pas du tout aux gens.
Et donc, pour le CBD, sur le long terme, on n'a aucune étude sur Ouais. le long terme. Donc, il y a le problème de est-ce que ça a des chances de marcher? Je sais pas. Sur le long terme, j'ai pas d'études. Est-ce qu'on a des études qui montrent que ça marche peut-être pas ouf? Ouais, on en a. Et Mm. puis, on en a une d'ailleurs qui vient de sortir il y a pas longtemps, qui montre que sur les problématiques anxieuses, ça peut plutôt aider pas mal. Donc, en fait, vous faites le cobaye. Il y a rien de intrinsèquement mal ou bien là-dedans, hein. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça et je suis très content qu'il y en a qui le fassent et que ce soit pas moi. Néanmoins, Ouais. j'informe les patients du caractère absolument incertain de l'intervention. C'est ça. Les études sur les troubles anxieux, en général, elles durent moins de 3 mois. Ouais, mais là, il y en a une qui vient de sortir qui est pas trop mal. Le problème, c'est que voilà, tu peux sortir des trucs et des machins. Il y a des C'est études bien ça. faites sur les multivitamines dans la dépression. Enfin, tout est C'est possible. ça. Moi, clairement, je recommande pas pour mes patients, sauf ceux qui désirent arrêter le cannabis. Où je trouve Mais, que il y a quand même une diminution des risques par rapport au cannabis qui a l'air quand même assez franche, mais c'est tout. mais là, c'est basé sur une donnée qui est nulle. Toi, Ah bah ça complètement. trouve, on se rendra compte qu'en fait, ceux qui prennent du CBD, eh ben, il valait mieux prendre du cannabis parce qu'en fait, ils prennent un peu des deux et que c'est pire que tout, comme les cigarettes électroniques, Oui. par exemple. Donc, en fait, là, nous, franchement, on n'en sait rien. C'est pas Hum. grave. Et du coup, les gens, je les informe, je dis, écoutez, moi, j'ai pas donné. Oui, c'est ça. Mais Si c'est vous ce que voulez je veux. tester, je vais pas vous empêcher, mais j'ai aucune info. C'est comme si vous me dites que j'essaye du jus de poireau. Ouais. Par contre, s'il y a du CBD, la question se pose de où est-ce qu'on l'achète, quelle Ah oui. contenance il a, Faut rester quelle dans le qualité contrôle il a. Et donc, c'est comme mes asperges. Il y a des asperges qui sont blindées de cochonneries et il valait mieux prendre rien du tout parce que à ce stade, c'est plus une asperge. Et le CBD, vu que c'est pas contrôlé, vous savez, les gens tuent pour 10 000 euros, hein. Ah Il y a oui. des gens qui tuent. Donc, le gars qui fait du CBD et qui est pas contrôlé, s'il peut mettre du pneu à la base et gagner 10% de fric en plus par an, Ouais, il va le faire, hein. Enfin, faut pas, et c'est pas qu'il est méchant, c'est que c'est ça. ça peut déconner le complet, hein. Donc, Et l'autre truc que je voudrais dire, c'est qu'il y a une communication qui est extrêmement mensongère sur le CBD, de dire que c'est pas psychoactif. ah oui, ça, j'ai jamais compris, moi. Par rapport au cannabis. Alors en fait, c'est pas psychodysleptique, donc ça fait pas d'hallucinations, ça déclenche pas de schizophrénie, ça fait pas de paranoïa, voilà, a priori. Mais pour autant, psychoactif, c'est un terme qui est relativement large et qui veut dire que c'est une action sur le psychisme et c'est C'est psychoactif psychoactif, hein, ouais. de façon certaine. Sinon, vous en prenez pas, hein, si ça n'apporte rien. Bah c'est ça. Oui, c'est plus que psychoactif. Enfin, je veux dire, c'est un psychotrope, quoi. Ah bah Je veux dire, complètement. ça va se lier au récepteur cannabinoïde type Mm. 1. Enfin, je veux dire, c'est un psychotrope. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est audacieux, mais pourquoi pas? C'est audacieux parce que, par exemple, les patients atteints de troubles bipolaires, le CBD, bah, ça se trouve, ça augmente les cycles thymiques. J'en sais rien, j'en Bah c'est sais que ça, on dalle. sait pas du tout. Donc moi, je peux pas recommander un truc dont j'ai pas de données. Ouais. Mais je dis pas non non plus, hein. Faut tester. Mais par exemple, enfin, je veux dire, qu'on légalise le CBD et que mon patient puisse pas avoir ses hormones thyroïdiennes à la pharmacie pour sa dépression, c'est un truc de dingue. Oui. C'est grotesque. Et Ouais, pourquoi on le fait? Parce que le CBD, on peut faire du fric dessus. C'est tout. c'est Ça ça. n'a rien à voir avec la science. Bonjour. Que pensez-vous de l'addiction au tabac en psychiatrie, notamment alors oui, par contre, juste un Céresta 10 matin, midi, 20 mg soir, ça fait 50 mg de Céresta. Faut que ça serve. Ah oui, parce que c'est Ça fait pareil. 40. D'avoir 40 mg de Céresta, faut que ça serve. La lamotrigine, 25 mg, faut qu'on soit sûr que la dose est suffisante. Enfin, là, sur Parce que l'ordonnance, normalement, l'amictal, on peut le laisser à 25. faut que ce soit une rémission spectaculaire, Ouais, quoi. parce que normalement, c'est plutôt 200. Alors 200, c'est la moyenne, hein, il y en a Ouais. qui sont 400, donc voilà, je donne pas d'avis sur leur dos, mais de façon générale, moi j'aurais, typiquement sur un patient comme ça qui n'est pas le mien, j'aurais essayé d'optimiser Oui. l'ordonnance Avant avant de d'aller, rajouter un autre psychotrope. c'est ça. Parce que le CBD, c'est un autre psychotrope, c'est tout, hein, c'est juste un psychotrope, Ouais. on n'a aucune donnée. Moi, j'étais au centre antipoison, je suis désolé, je l'adore, celui-là. Vas-y. Au centre antipoison, et au centre antipoison, il y a des gens qui consommaient des plantes, parce qu'ils partaient du principe que les plantes, c'était bien. Et, mais j'ai peut-être déjà dit, je crois. Et il y avait une femme qui avait cuisiné des plantes pour son mari. Et le mari était mort 6 heures plus tard. C'est rapide, hein. C'est rapide. 6 heures plus tard, pour un truc digestif, c'est vraiment rapide. Faut que ce soit rentré, soit digéré après que ça fasse son truc. Enfin, c'est quoi. Et donc, bon, en fait, les plantes étaient toxiques, etc. Alors peut-être qu'elle avait fait exprès, moi je sais pas, mais euh, la nature ne vous veut pas que du bien. Et le CBD, c'est un truc créé par l'homme, en tout cas qui est manufacturé par l'homme. Donc
Moi, je ferais un petit peu gaffe. Mais il faut faire gaffe avec tout ce qu'on bouffe, hein, comme médoc. Alors, que pensez-vous de l'addiction au tabac en psychiatrie, notamment sur les troubles bipolaires schizophrènes? Les gens sont incités à arrêter de partout. Journée mondiale sans tabac. Prévention par le ministère. Donc, on revient pourquoi? Ah bah oui, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, le ministère. Mais cela semble être presque inhérent à ces troubles, une fois qu'on a commencé à fumer, bien sûr. Comme si l'arrêt du tabac avec ces troubles était impossible, alors que la vision des risques est compromise et que les tentatives d'arrêt ont déjà été faites. Est-ce que tu veux commencer? Parce que toi, t'as fumé. Ah, attends 2 secondes. Moi, je relis vite fait. Bon, bah alors attends, je commence. Vas-y, commence. Moi, je pense que dans la direction qu'on a déjà choisie, à savoir, il n'y a pas de spécialisation possible en psychiatrie, donc il n'y a pas de psychonutrition, ça c'est bullshit, il n'y a pas de psycho-immunologie, il n'y a pas de machin, il y a pas de cardiopsychiatrie, il faut tout connaître. Faut tout, voilà, à mon avis, ça c'est mon avis. Et du coup, une fois qu'on connaît tout, il y a quand même un dénominateur commun, à mon avis. Enfin, c'est pas mon avis d'ailleurs, je l'ai pris chez un autre type, là, c'est Christopher Palmer, qui est un psychiatre à Harvard, qui est que il y a des problèmes de métabolisme et les cellules mentales, neuronales fonctionnent moins bien. Quand les cellules neuronales fonctionnent moins bien, on a des troubles psychiatriques et ce qui fait que les cellules fonctionnent bien, entre autres, c'est la mitochondrie, c'est le moteur de la cellule. Voilà. Donc, quand vous avez vos cellules qui disjonctent dans un état confusionnel, vous pouvez faire du délire, de la paranoïa, le trouble anxieux, de l'insomnie, des problèmes d'humeur, de la dépression. Vous pouvez tout faire. Et donc, en fait, il y a virtuellement une quantité sans fin de troubles physiques qui donnent des symptômes psychiatriques. Et du coup, moi, je suis d'accord avec lui, c'est des problèmes métaboliques qui donnent des symptômes mentaux. Je trouve. Donc, quand vous regardez les IRS et le lithium, etc., eh ben, ça améliore ou ça diminue le métabolisme des cellules. Et quand on parle du CBD, par exemple, il y a des récepteurs aux cannabinoïdes directement sur les mitochondries. Donc, à mon avis, il faut arrêter de scinder la cervelle et les poumons quand on parle de tabac, et il faut se rendre compte que c'est un poison naturel, un alcaloïde naturel créé par les plantes pour se débarrasser des insectes. Et les insectes ont des durées de vie et de reproduction plus rapides que les nôtres, et du coup, il y en a qui sont résistants. Nous, on n'est pas du tout résistant au tabac, et le tabac va impacter tous les organes du corps, notamment le cerveau. Donc, quand j'ai des patients qui veulent arrêter de leur médoc, eh ben, je leur parle de tout ce qui pourrait augmenter leur risque de rechute. Et donc, il y a l'absence de sport, le fait de bouffer de la bouffe ultra transformée, etc. Et tout ce qui va massacrer le métabolisme cérébral, y compris la nicotine et le tabac et toutes les vapeurs toxiques qui s'échappent de la combustion des feuilles de tabac. Donc moi, je pense que ça doit être un combat quotidien par tout le monde. Je pense qu'il y a une hypocrisie sans nom à donner ça en vente libre, alors qu'on sait parfaitement que c'est les patients les plus vulnérables qui consomment. La majorité des clopes est consommée par des patients atteints de troubles psychiatriques. Hein. De mettre ça en vente libre et après de dire oui, c'est journée sans tabac, je trouve ça dingo. Alors, moi, c'est de mon point de vue, parce que si tu supprimes le tabac, t'as la mafia, machin, Bah, c'est ça, voilà. c'est pas faisable. Moi, c'est mon avis, tu vois. Ouais, je trouve que la solution d'interdire le tabac à partir d'une certaine année de naissance, c'est pas complètement déconnante. Mais Avec après, des gens comment qui... est-ce que tu fais ça? Comment tu mets ça en C'est place? compliqué. Donc là, moi, je fais pas de politique, hein. Je vous donne mon avis en tant que médecin. Mais moi, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a, moi, mon avis sur le tabac, c'est que je trouve qu'il y a un gros déficit d'entretien motivationnel sur le tabac en pratique courante. Mais même moi, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a tendance à oublier de dire aux gens d'arrêter, de leur expliquer pourquoi faut arrêter, parce que bah, souvent les gens sont pas au courant en fait des problèmes. Hein. Ouais, ils savent pas ce que ça fait sur le cerveau, hein, le C'est tabac. ça. Et donc, Et c'est souvent les gens, le tabac pour eux c'est cancer. le cancer du Et poumon. puis Alors que le cancer, c'est un risque un peu stochastique. Enfin, bah oui. vous l'avez, et si vous l'avez pas, ben vous l'avez pas. Tu vois, Bah, tu mets c'est ça. 70 ans, t'as pas de cancer, tu meurs sans cancer du poumon, bon, ben, jackpot. Mm. Le problème, c'est que ça peut donner plein d'autres cancers, mais ça, à la limite, tu l'as pas, tu les as pas. Ok. Par contre, les impacts sur le plan cérébral, ils sont là. Il y a pas de si j'en fume, est-ce que je peux passer à côté? Non, c'est dose dépendant. Plus il y en a,
moins c'est bon. Et donc le tabac, le vrai problème, moi, qui me gêne, c'est pas les poumons. Parce que en vrai, moi, j'ai vu des patients BPCO qui faisaient leur dernier jour aux urgences. Il y en a pas un seul qui m'a regardé en me disant, je regrette pas, hein. Mais T'en ça, as pas, quoi. c'est quoi? Si, il y en avait une. Ah oui? Il y en avait une. Mais elle était chiante, hein. Elle faisait tout pour m'emmerder. Par contre, sur l'humeur, enfin voilà, moi si j'ai des troubles anxieux, bah, je vire le tabac, je vire le café, Ouais, c'est ça. enfin c'est voilà, c'est comme ça. Et je vire la bouffe transformée parce que les études sur l'impact de ce genre de choses sur le plan psychiatrique sont majeures, c'est Mm. majeur. Et vu que c'est des problèmes métaboliques, quand vous fumez, vous pétez votre métabolisme. Quand vous avez de la bouffe transformée, vous pétez votre métabolisme. Et donc, ça fait des problématiques cardiovasculaires, des problématiques démentielles, des problématiques neurologiques, des problématiques psychiatriques. Parce qu'en fait, voilà, c'est le facteur commun qui est atteint, c'est le métabolisme cellulaire. C'est ça. Donc, moi, mon avis, c'est que bon courage pour les gens qui fument, Oui. parce que ça va demander des efforts. C'est très dur d'arrêter. Comme on dit, tabagique un jour, tabagique toujours. Hein, Toujours, voilà. on confirme. Moi, ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer. Je fumais un paquet par jour et toujours, de temps en temps, envie de fumer. Bah, c'est ça, ouais. C'est normal. Alors, ce qui est intéressant dans votre post là, c'est que vous dites que cela semble presque inhérent à ces troubles, comme si l'arrêt du tabac était impossible. Nanana. En fait, C'est possible, hein. c'est tout à fait possible, en effet. Mais je veux dire, n'importe quel fumeur, enfin, c'est la maladie, comme on va prendre ça comme si c'était une maladie de fumer, on va dire que la maladie de fumer en soi provoque le fait que ce soit presque impossible d'arrêter. Hein. Ça veut dire, Ah oui. c'est Oui, bah, ça fait le partie de principe de l'addiction. Ça l'addiction fait en partie soi, de quoi. l'addiction. C'est pas que la maladie, mais Bah alors, par contre, ce qui est en commun, c'est que voilà, c'est des maladies mentales partagent oui, en termes de substratum neurobiologique et du coup psychologique des éléments communs avec les addictions. Et du oui, coup, c'est pour ça que ça se recoupe énormément. mais c'est ça. Et il y a des gens qui deviennent malades. C'est-à-dire que si jamais je bois trop d'alcool et que mon cerveau tourne à l'alcool, du coup, mon cerveau finit par utiliser de l'acide acétique, Mm, de l'acétate, mm, pour tourner. mm. Et en fait, si j'arrête l'alcool, eh ben, j'ai plus trop d'acide acétique qui passe. Je suis devenu glucose résistant et du coup, bah, j'ai pas d'énergie et du coup, bah, je suis franchement pas bien et c'est pas une question de motivation, je sais pas comment. Non, c'est ça. Donc, on peut devenir, enfin, Et puis le cerveau a tendance à vachement rationaliser quand on a une addiction. C'est très très compliqué de réfléchir correctement pour en sortir. C'est pour ça que le discours motivationnel, les journées sans tabac, tout ça, c'est hyper important. C'est pour rappeler au cerveau constamment qu'il y a des raisons d'arrêter. mais cela dit, moi, les gens qui veulent arrêter le tabac, il y a Tabac Info Service, Oui, il faut appeler. très bien. Faut pas réfléchir, faut l'appeler, voilà. Si Mm. vous êtes praticien, est-ce que vous fumez? Oui. Est-ce que vous avez déjà considéré l'arrêt du tabac ou la diminution? Est-ce que vous savez que c'est ce qui pourrait être le plus bénéfique pour votre santé, qu'elle soit physique ou mentale? Est-ce que vous avez déjà essayé? Qu'est-ce qui a foiré quand vous avez essayé que ça a foiré? Parce que la majorité des gens foirent quand ils arrêtent. Et ceux qui arrêtent le tabac de façon durable, c'est pas ceux qui réussissent du premier coup, c'est les gens qui, alors qu'ils se foirent, réessayent. Et ça, c'est le secret pour réussir dans la vie, honnêtement. Mm. C'est que quand on se prend un mur, faut essayer de le franchir d'une autre façon. Il y a des murs qu'on peut pas franchir du tout, hein, faut pas s'obstiner. Mais le tabac, faut se préparer à foirer. Et quand ça foire, faut se préparer à se remettre en selle. Mm. Mais voilà. Donc moi, je pense que c'est bien de faire un peu de prévention. Je pense que les journées mondiales, c'est du flan complet. Hein, excusez-moi, on l'a vu, mais Moi, je suis pas d'accord. on l'a vu journée mondiale trop bipolaire. On a vu des conneries partout. Enfin, moi, je vois. Mais non, je trouve que ça a un intérêt dans les addictions de cet intérêt de remettre un petit coup de motivation. Moi, je suis pas convaincu. Parce qu'il y a même des mois sans tabac. Ouais, non, mais pourquoi pas. Et il y a plein de gens qui le font, donc c'est que ça doit marcher un peu quand même. Ah oui, non, bah moi je te parle, ouais, je te parle sur les troubles de l'humeur, un jour comme ça, ok. Oui. Je pense que les médecins traitants, qui sont les premiers aidants pour ce genre de soucis, n'ont pas le temps de gérer le problème. Voilà, c'est le système qui est malade. Parce que les médecins traitants, ils n'ont pas le temps et ils peuvent pas le faire. Néanmoins, l'entretien motivationnel, ça prend pas longtemps. Et pour tous les personnes qui existent, moi, j'aurais acheté le bouquin Entretien motivationnel, qui existe en français. Il a été traduit parce que ce soit pour les praticiens comme ça,
l'entretien motivationnel, tu gagnes du temps. Oui, C'est-à-dire c'est ça. que c'est pas forcément que tu apprends à le faire, parce que ça prend du temps, mais tu peux aussi apprendre à arrêter de faire des trucs qui ne servent pas. Oui, Donc c'est déjà, ça. ça, c'est une bénédiction pour tout le monde. Et pour les soignants, non, pour les patients et pour les familles, moi, je l'aurais acheté pour voir comment est-ce qu'on peut aider les gens à faire ça. Voilà. Et puis les conneries à ne pas faire aussi. Parce que C'est la sûr. question, on a des questions d'entretien motivationnel tous les jours et j'avance sur la scène d'après. Mon fils bipolaire, il arrête le traitement. Comment faire entrer dans sa tête qu'il accepte le traitement? Eh ben, avec de l'entretien motivationnel. C'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Oui, oui. Enfin, vous pouvez pas faire rentrer des trucs dans la tête des gens. Il faut que les gens, Mhm. déjà, soient d'accord pour dire qu'il y a un truc qui manque et puis vous laisse rentrer. Mhm. Et enfin, je veux dire, ça ne s'invente pas, hein. Naturellement, on fait très mal de l'entretien motivationnel, mais très, très, très mal. Oui, on a J'ai tendance lu, à vouloir rentrer des trucs au mais oui, forceps. moi, j'ai lu le bouquin, j'avais honte de moi parce qu'il y avait des exemples, ce qu'il ne faut pas faire, et je me voyais dire ça aux gens, putain. Et du coup, j'avais des exemples. Donc, par exemple, si je vous dis, lisez l'entretien motivationnel, achetez-le parce que sans ça, vous pouvez pas bosser, vous êtes des merdes, eh Mhm. ben, ça marche pas du tout. Non. Si je vous dis, moi, je l'ai acheté et ça a changé ma vie, et c'est vrai, enfin, c'est pas que je suis complètement euphorique, là, ça a changé ma vie. Mhm. Alors que enfin, je suis nul, hein, sur ce sujet. Mais, et pas qu'en tant pas qu'en tant que médecin, enfin, je veux dire, c'est super large. Et donc, moi, j'achèterai le bouquin, et puis voilà. C'est pas souvent qu'on a un bouquin traduit en français qui est pertinent, Mhm. en dehors de Harry Potter. Mhm. Donc, j'aurais acheté ça. Voilà, parce que comme ça, vous avez des gens qui peuvent répondre à votre question. C'est 350 pages, ça se lit aussi bien que Marc Lévy, hein, franchement. Mhm. C'est bientôt l'été, là. Moi, sur les plages, je comprends pas pourquoi on n'a pas plus ça, tu vois. Enfin, là, ce serait de la politique de santé mentale Ah, bah à oui. grande échelle, Mhm. tu vois. Ah, ce serait bien. Voilà. Et ben, on est bon, hein, je Mhm. pense, hein.